Issus des partis politiques qui sont considérés comme indisciplinés par certains, démissionnaires par d'autres, sanctions et menaces, mais ces candidatures prospèrent. Davis Oyo. Malgré les multiples menaces des partis, les indépendants issus des formations politiques sont de plus en plus déterminés. Sur le terrain, aucun parti politique n'échappe à cette désobéissance. Les plus touchés, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Qualifiés d'indisciplinés par les états-majors de leur chapelle politique, ces derniers semblent convaincus de leur décision. Yasmina Onyen, transfuge du PDCI, a récemment organisé sa cérémonie d'investiture comme candidate indépendante pour l'élection municipale à Cocody. Dans les autres partis, les positions indépendantistes prennent forme de plus en plus. Au RHDP, le rouleau compresseur s'est mis en marche pour contraindre leurs militants à respecter la discipline du parti. Draman Sissé et Moustapha Diaby, respectivement candidats indépendants à la mairie d'Odiéné et de Samatigila, sont les premières victimes officielles. Ils ont été démis de leurs fonctions au sein du parti. Au PPACI également, des sanctions pour insubordination ont été prises à l'encontre d'une dizaine de candidats. Il s'agit entre autres de Richard Soou, candidat indépendant à la mairie de Kouibli, Olivier Beke-Julius à Atekoubé et Ezekiel Vlegano Kwame à la mairie de Mengerville. Alors, messieurs, que pensez-vous de ces menaces, de ces sanctions dans les différents partis politiques? Je commence par vous, Saint-Claver. Oula. Moi, je pense que les candidats qui ont décidé d'aller en indépendant, malgré les menaces, on a vu récemment la sortie du président Alassane Ouattara, on a vu les sanctions rendues publiques par le PPACI, veulent assumer leur destin. Moi, je pense que sur ce cas, il ne faudrait pas empêcher des citoyens d'avoir leur ambition, de se positionner. Et le président Alassane Ouattara, même à une certaine époque, l'a signifié. Il a dit que les candidatures indépendantes démontrent de la vitalité de la démocratie. Et quand il revient encore pour brandir l'épée de Damoclès, finalement, on se dit... mais en même temps, c'est le mode de choix, le choix qui est fait par les différentes organisations politiques. C'est ce qui crée des frustrations et ce qui empêche ces personnalités-là de démontrer leur popularité au niveau de leur zone. Et je pense qu'il faudrait revoir les choses au sein de nos partis politiques parce que quand des choix se font sur la base des affinités, sur la base clanique, sur un certain nombre de choses qui ne sont vraiment pas transparentes, tout de suite, ça crée des frictions et ça amène certaines personnalités à se présenter. Et on l'a vu ici en Côte d'Ivoire, il y a des candidats indépendants qui sont allés aux élections et qui ont gagné ceux qu'on estimait être des poids lourds dans les partis politiques. Alors, l'ancien Bakayoko, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut laisser faire tout le monde dans un parti politique, alors qu'on sait qu'il y a quand même la discipline à respecter dans les partis? Oui, moi, je pense que ce sont des cas d'indiscipline notoires. Je peux même dire que ce sont des défiances vis-à-vis de l'autorité de ceux qui animent ces partis politiques. Pour ma part, j'estime que quand on décide d'appartenir à une association, on abandonne une partie de soi-même. C'est comme pour les États. Dès lors qu'un État décide d'intégrer une organisation internationale, cet État abandonne une partie de sa souveraineté au profit de la collectivité. Donc je pense que les indépendants qui aujourd'hui essaient de défier la hiérarchie de leur parti, les sanctions sont les bienvenues. Et on parle parfois de mode de désignation dans les partis, mais moi je pense que ça ne résout pas le problème. Parce que les fichiers électoraux qui sont établis par les partis, tout le monde sait comment ça se fait. C'est le pouvoir d'argent. Tout le monde sait que dans nos partis politiques, les gens ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Et donc, il n'y a pas un listing qui est fiable. C'est à la veille des élections que les pouvoirs d'argent viennent payer les cartes de ceux qui doivent potentiellement voter pour eux. Donc, je pense que même si on décide d'aller au primaire, ça ne résout pas le problème. À mon avis, la solution serait de constitutionnaliser
disons, la participation aux élections, c'est-à-dire assujettir la participation aux élections à l'appartenance à un groupement politique. Parce que moi, j'estime que la société civile n'a pas vocation. C'est vrai que ce n'est pas des gens de la société civile classique, mais ils vont en indépendant, un peu comme c'est des politiques, mais qui agissent en termes comme des personnalités de la société civile. Je pense que les gens de la société civile n'ont pas vocation à faire de la politique. La politique doit s'exercer. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. Dans les organisations politiques, c'est elles qui ont vocation à proposer des projets de société, parce que la gestion d'un État, ce n'est pas un projet individuel, c'est un projet collectif. Or, ceux qui vont souvent en indépendance ont des projets personnels. Il faut faire abandonner ce type de projet à ceux qui vont en indépendant, parce que, à mon avis, ça vient fausser le jeu démocratique, et il ne s'agit pas seulement de faire participer tout le monde au processus électoral, c'est ceux qui ont vocation à faire de la politique, c'est-à-dire au sein des partis politiques. Docteur, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que finalement, ceux qui vont en indépendant estiment qu'ils ont avec eux la majorité. Donc, pour vous, c'est quoi? Une défiance, comme Lansine Bakayoko l'a dit, une indiscipline? Qu'est-ce que c'est? Ou comment vous pouvez l'expliquer? Il faudra d'abord que les partis eux-mêmes définissent clairement les conditions à remplir pour être candidat en leur sein. Voilà. Une fois que ces critères sont définis à l'avance, pas la veille des élections, on finit les élections le 2 septembre, on a tout le mois de septembre pour éponger les contentieux. À partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année, il faut définir les conditions pour être candidat au sein des partis politiques. Une fois que c'est défini à l'avance, que ces critères sont connus, ceux qui ne les respectent pas pourraient être sanctionnés. Mais on n'attend pas la veille des élections pour désigner des candidats qui peut-être ont passé les 4 années précédentes à Abidjan sans rendre visite aux électeurs, sans parcourir le terrain. Et ce n'est pas une élection présidentielle, ce sont des élections locales. Donc le monsieur qui a fait 4 ans à Abidjan sans jamais rendre visite aux électeurs, sans rendre visite aux secrétaires de zone, aux secrétaires des sessions, etc., qui, parce qu'il a été nommé à Abidjan, parce qu'il a de bonnes relations avec la haute hiérarchie du parti politique, arrive à s'imposer contre candidat, demander à ceux-là qui ont parcouru leur localité pendant 4 ans de se mettre à sa disposition. Comprenez que ce n'est pas si aisé. Voilà. Mais on peut quand même le faire au nom de la discipline du parti. Non, chacun a son projet de carrière quand même. Ce n'est pas le parti qui vient, ce sont les hommes qui font le parti. Voilà, chacun a son projet de carrière. Donc, quand vous voulez être député, vous voulez être maire, vous voulez être président du conseil régional, il vous faut aller vers les électeurs. Vous ne laissez pas d'autres personnes aller avec leurs moyens vers l'électorat pendant 4 ans. Et parce que vous avez de bonnes relations avec la hiérarchie du parti, à la veille des élections, vous tuez l'ambition de ces gens-là qui se mettent en rang derrière vous pour que vous, la gloire vous revienne. Non, ce n'est pas si simple. Il faut définir les critères au préalable à l'avance. Laissez ceux qui veulent être candidats, par exemple, vous devez, sur les 4 ans, 48 mois, il faut passer peut-être 4 mois avec les électeurs, il faut avoir parcouru la moitié des villages de la zone, etc., etc. Quand c'est connu, ceux qui respectent ces critères-là sont plébiscités. Mais on n'attend pas la veille des élections pour que les gens viennent avec des mallettes d'argent ou alors fassent jouer des relations de parenté, de liens de camaraderie pour se faire plébisciter comme candidat de localité. Donc tout le problème, c'est le choix, en fait, à la Wakili, vous êtes d'accord? Il faut dire que les partis ont des critères, les partis ont des conditions qui sont connues. Et les cadres, les candidats potentiels connaissent ces conditions-là et ils y souscrivent. Lorsqu'ils s'engagent à demander l'investiture de ces partis, je crois que cette année, le RHDP, à l'époque, le RDN n'a pas fait remplir la fiche d'engagement sur l'honneur de respecter les décisions du parti. Mais par le passé, c'était fait. Je crois qu'ils ne l'ont pas fait cette année parce qu'ils ont dit que ça ne servait à rien, les gens ne respectaient pas. Mais comment, en dehors, si on prend cet exemple-là, des gens peuvent s'engager à respecter les décisions d'un parti sans connaître les critères et les conditions de désignation? C'est parce que ces critères-là sont connus. Ce que moi je voudrais dire, c'est que la Constitution ivoirienne, relativement à ce qu'il a dit, n'oblige pas à être membre d'un parti politique. Dès lors, quand on fait 4 ans à aller sur le terrain, quelle idée de vouloir être forcément candidat d'un parti et au motif que nous on a fait 4 ans, le parti ne nous a pas choisi par copinage, par clanisme ou autre, on devient indépendant. La Constitution n'oblige même pas à militer d'un parti pour être candidat. Sur cette base-là, lui qui est tout le temps sur le terrain, il est libre de ne même pas demander l'investiture d'un parti, mais dès lors qu'il est militant, comme vous l'avez dit, il y a l'obligation de discipline. On est libre, après avoir fait 4 ans sur le terrain, après avoir tourné, visité tous les villages, d'être candidat sans aucun parti politique. Mais pourquoi s'emmerder pour demander l'investiture d'un parti politique? Le parti refuse et à 3 mois d'une élection, tu découvres que tu es indépendant.
Qu'est-ce que ça signifie? Alors que tu as sillonné pendant 4 ans le pays au nom de ce parti. Au-delà des partis politiques, il y a une question de cohérence. Tout à l'heure, il a cité les organisations internationales. Lorsque les États entrent, ils oublient un peu de leur prérogative, de leur souveraineté. De la même manière, quand ils sortent, souvent il faut prévenir un an avant. Ça prend effet au bout d'un an. Donc l'État peut sortir. De la même manière, si tu veux être indépendant, tu sors d'un parti. Il faut peut-être que la loi crée des conditions pour éviter qu'à 2 semaines d'une élection, tu deviennes indépendant. Et que 2 semaines après l'élection, tu cesses d'être indépendant en redonnant ta victoire au même parti dont tu étais indépendant 2 semaines avant. Il y a un problème. Oui. Donc peut-être que la solution, docteur, c'est la révision peut-être du code électoral, partant sur cette idée de Alafé Ouakili. Non, c'est pas si simple. Ça ne finira pas de sitôt. Ça ne finira pas de sitôt. Que les partis fassent connaître les critères. Quand le monsieur est en train de parcourir sa région depuis les 4 années, tout le monde le savait. Il le faisait au nom du parti politique. Tout le monde a accepté qu'il le fasse au nom du parti politique. 2 semaines ou 3 semaines avant les élections, quand il demande d'être publicité, qu'on ne le reconnaît pas, il y a des cas qui sont quand même flagrants. Bon, il y a des cas d'indiscipline, peut-être certainement. Des gens qui savent qu'ils ne seront pas élus, mais qui préparent peut-être l'élection en 2035. Donc ils se disent, bon, mieux vaudra commencer dès maintenant, se faire connaître progressivement. En 2025, je ne gagnerai pas, 30, je ne gagnerai pas. Mais pour tout le 2035, quand même, il y a ce genre de cas. Et puis il y a des cas où quand même, on a vu la première élection après la crise, les législatives, où de Tia Saleh à Bouaké, c'était des indépendants qui avaient gagné dans le Vieux-Baoulé. Il y avait pratiquement sur la moitié des postes qui avaient été remportés par des indépendants. Voilà, donc il y a des cas quand même. Il y a une bonne partie qui est revenue, bon, évidemment, oui, dans les différents partis politiques. Mais c'est ce retour qui n'est pas possible cette fois quand on entend les différents partis politiques. Est-ce que le ton est trop ferme, Saint-Claver? Non, moi je pense que après ces élections, les indépendants, ils reviendront dans les partis politiques parce que les partis politiques ont besoin d'afficher une certaine majorité. Hein. Combien de maires il y a eu, combien de présidents de conseil régional il y a eu, et tout ça, ça compte par rapport aux partenaires internationaux. Donc, vraiment, ce désordre-là aussi, il faudrait que les partis politiques soient conséquents avec eux-mêmes. Et quand ils décident de sanctionner, il faut maintenir cette sanction-là. Il faut maintenir cette sanction pour essayer de donner un signal fort pour les prochaines élections. Quand vous décidez de sanctionner aujourd'hui et que demain, le monsieur il s'en va et gagne proprement votre candidat et qu'il réintègre votre parti, bon, on peut comprendre qu'un autre militant en dehors de votre parti gagne et revienne dans votre parti. Mais quand vous encouragez après les indépendants à réintégrer le parti politique, mais vous n'aurez pas fini d'envoyer un signal à ceux qui et plus tard feront la même chose. Donc je pense qu'il faudrait que les partis politiques eux-mêmes, ils essayent de mettre de l'ordre en leur sein. Quel est votre avis sur ces sanctions, Lanciné? Moi, je pense que ces sanctions doivent être corsées. C'est-à-dire que ne pas les maintenir dans une longue temporalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les partis en général ne refusent pas des militants, mais il y a des situations beaucoup plus difficiles à comprendre. Je comprends que les partis politiques, ceux qui animent les partis politiques, il y a des questions d'ego, il y a des questions d'ambition personnelle, mais il y a surtout le narcissisme des uns et des autres. Et vous savez, il y a des situations tellement cocasses que c'est complètement incompréhensible. Moi, je vous donne un exemple. Quelqu'un est candidat à Abobo sur la liste RHDP, mais qui va faire campagne pour un candidat indépendant à Divo. Bon, je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas cette logique. Ça veut dire que c'est... On a eu l'exemple de Cocody qui a été cité dans le reportage par Davis. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Diakité Siaka, qui est sur une liste à Abobo, la liste RHDP, va faire candidat pour ses enfants qui sont candidats RHDP à Divo. Il est indépendant. Qui sont indépendants à Divo. Vous voyez, ce sont des situations que le parti ne doit pas tolérer. On ne doit pas tolérer ces cas d'indiscipline. Et même malgré la menace du secrétaire exécutif du RHDP. Oui, les candidatures indépendantes prospèrent. Il a en face de lui une candidature indépendante. Non, vous savez, il y a des cas qui ne dépendent pas du parti, justement.
Dans des cas qui ne dépendent pas du parti, on ne pourra pas légiférer, ça va être compliqué. Comme un père qui va soutenir ses enfants. Le problème qui se serait posé, c'était de savoir s'ils sont militants revendiqués, effectifs. RHDP, ces candidats de Divo, devenus indépendants, est-ce qu'ils étaient dans les instances? Est-ce qu'ils ont demandé l'investiture du RHDP? Sinon, peut-être c'est des indépendants proches qui n'étaient pas des indépendants militants. Ça aussi, il faut clarifier cela. Et puis, la loi, comme il le dit les partis doivent être faibles. La loi est faite pour réguler. La loi vient au secours pour mettre de l'ordre. Si demain, les candidats n'ont pas la possibilité, parce que la loi ne leur donne pas la possibilité de revenir au FPI, au PPACI, au PDCI, si la loi n'offre plus la possibilité à Mme Yasmina Ouyen, élue maire, de revenir au PDCI ni au RHDP, c'est fini. Le RHDP n'a aucun effort à faire de les accepter ou refuser, ni le PDCI. On doit légiférer pour le retour. Mais en même temps, pour le départ, il faut, de mon point de vue, mettre une période de 3 mois à 6 mois, durant lesquels quiconque veut être candidat indépendant doit démissionner, prendre ses distances d'un parti politique. Il n'attend pas 2 mois avant l'élection pour dire je suis indépendant, c'est fini. Si tu es militant, reconnu, connu d'un parti politique, tu dois marquer, il y a des fonctions pour lesquelles il faut démissionner avant, autrefois, d'être candidat. C'est la loi sur la suppléance pour les députés qui est venue faciliter les choses. Sinon, si tu as une fonction qui est incompatible, tu n'attends pas d'être candidat, tu fais ta démission, tu déposes la lettre. C'est vrai que si tu n'es pas élu, tu continues, mais si tu es élu, tu sors du corps. Ouais. Ou bien tu choisis la fonction. Donc ces dispositions-là existaient pour des incompatibilités. Il faut que l'appartenance à un parti politique entre dans les incompatibilités par rapport à un délai précis pour quelqu'un qui veut être un candidat sans étiquette. Oui. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a vu trop de cadres qui ont changé de parti au gré du vent. Il faudra apporter un peu d'ordre de ce côté-là. Un monsieur qui est candidat indépendant, qui sort fraîchement d'un parti, c'est une escroquerie morale. Et c'est qu'il y aura des candidats de ce parti-là qui vont le voter. Puis on l'a connu comme cadre. C'est justement ce que craint le parti politique en question. Bon, peut-être qu'il faut faire les choix bien avant aussi pour que chacun ait... Mais il faut légiférer pour que celui qu'on a voté comme indépendant ne devienne pas du jour au lendemain militant de tel autre parti politique. Si les électeurs l'ont voté, c'est parce qu'il est indépendant. Sinon, il y avait les autres candidats des autres partis politiques, ils auraient pu les voter. Voilà, donc devenir indépendant. Là aussi, les partis peuvent jouer le jeu, faire croire qu'ils vont sanctionner, mais parce qu'ils savent que leur candidat, en devenant indépendant, il a plus de chances de glaner des voix au sein des autres partis politiques et de remporter. Il va falloir légiférer là-dessus pour que le monsieur qui a été élu indépendant, en tout cas pendant les 5 années de son mandat, il reste indépendant. Sinon, le parti qui a besoin de former un groupe parlementaire, s'il lui reste 1 ou 2 députés, que 2 de ses militants sont devenus indépendants, à la rigueur, c'est lui qui leur fait la cour, parce qu'il veut avoir son groupe parlementaire avec les privilèges qui vont avec. Donc c'est la loi seule qui pourra mettre un peu d'ordre. Sinon, les partis politiques, je ne pense pas. D'ailleurs, l'élection des maires, là, vous voyez, les gens pourront être fermes, hein, ils pourront ne pas accepter les maires parce que ça n'a pas l'impact comme pour les députés. Mais pour les députés... Mais il y a quand même un enjeu pour 2025 et Saint-Claver en parlait. Oui, mais ça permet quand même de savoir. Oui, mais il n'y aura peut-être pas des adhésions, des retours, parce qu'ils semblent être fermes, ils l'ont dit. Ils seront vus à leur capacité à tenir parole. Le président du directoire a dit on ne veut pas de leur victoire, ils ne viendront pas, on ne les acceptera pas. Ça ne coûte pas trop cher de ne pas les accepter, contrairement à l'Assemblée. Encore que là-bas, on peut même ne pas les accepter, mais puisque même ils disent qu'ils sont prêts, ils peuvent créer leur groupe parlementaire, comme on a vu lors de la législature, il y a eu des indépendants qui ont créé leur groupe, mais ils votaient pro-RHDP. Et à l'époque, le RHDP n'était pas encore unifié, mais entre que ce soit UDPCI, PLCI et RDR, ils avaient des positions communes avec les indépendants de l'époque. Donc, même au niveau de l'Assemblée nationale, on n'est pas obligé de changer de parti politique. Ils peuvent créer leur bloc d'indépendants et puis voter les décisions, les affaires ensemble, en négociant. Ils ne sont pas obligés d'adhérer au parti. Mais un parti politique, c'est aussi le nombre. C'est important. Un peu partout. L'enseigner. Moi, je pense que c'est vrai que les partis politiques ne refusent jamais des militants, mais le parti politique ne peut pas être un moulin où on y sort, on y entre comme on veut au gré du vent. C'est pour ça que moi, je m'inscris dans la nécessité de légiférer et dire que la politique ne s'exerce que dans les partis politiques. Vous savez, cette situation
ces bizarreries-là se passaient, par exemple, au Bénin. Ils ont fait une réforme des partis politiques. Aujourd'hui, il faut appartenir à un parti, il n'y a pas de candidature indépendante. Je connais d'autres pays en Afrique centrale, notamment le Cameroun, il n'y a pas de candidature indépendante. Il faut nécessairement, quand on veut faire de la politique, s'inscrire dans une organisation à vocation politique. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire pour éviter, sinon se mettre en congé de façon temporaire ou pour quelques mois, après revenir, s'absoudre, après avoir fait, avoir été candidat et avoir mis son parti en difficulté et puis chercher à s'absoudre. Après, moi je pense que ça c'est trop tiré par les cheveux. Et puis, par ailleurs, il y a une question d'éthique quand même. Tout à l'heure, je parlais de la situation de divorce. C'est une question d'éthique. On va me dire qu'à la fin, a mis un bémol pour dire si l'enfant qui a à divorce n'appartient pas au RHDP, il peut considérer ça comme une situation atténuante parce que c'est son père qui est au RHDP. Mais non, il y a une question d'éthique quand même. Moi, je pense que le projet politique, c'est un projet collectif. Ce n'est jamais un projet individuel, surtout quand on est dans les partis politiques. C'est un projet collectif. Donc, je pense que si tu es RHDP, tu es candidat à Bobo, tu dois pouvoir supporter, en tout cas faire de telle sorte que l'ensemble des candidats du RHDP soient élus ou bien que le RHDP soit majoritaire, notamment au niveau des municipales ou par ailleurs au niveau des législatives. Mais je trouve complètement indécent d'être dans un parti politique et d'aller faire campagne pour quelqu'un d'autre, pour un adversaire à votre parti politique. Je trouve cela complètement surréaliste. D'accord, oui, Saint-Claver. Je partage totalement ce qui a été dit ici sur ce plateau. Ben, pour ajouter, je souhaiterais que le mode de désignation soit clarifié. Il faut le faire connaître par l'opinion. Et il faudrait que ce soit... il y a une sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, notre classe politique est affublée de beaucoup de mauvais noms d'oiseaux, si je peux le dire ainsi. Il faut assainir notre classe politique ivoirienne. Il faut envoyer une très bonne image aux générations futures. Vous voyez? Et donc, comme ils l'ont dit, il faut légiférer et puis il faudrait qu'au sein de chaque parti politique, il y ait un mode de désignation qui soit clair, auquel tout le monde adhère. En espérant... Je pense que ça ne résout pas le problème. Même si le mode de désignation est clair, il est évident que... Je vous ai dit tout à l'heure que c'est des questions d'égo. Forcément, je pense que... C'est des questions d'égo. Mais vous savez, à Cocody ici, il y avait un mode de désignation. Mais dès lors que le comité qui est chargé de désigner les candidats a tranché, mais le lendemain, il y a un candidat qui saute et le prétexte est tout trouvé. C'est-à-dire, ça a été mal fait, il y a eu des tripatouillards, il y a eu des mandigances. Donc, il y aura toujours une raison pour se positionner en candidature indépendante. Mais c'est finalement ce que dit quand même Saint-Claver qui parle du respect. Il faut légiférer. Quand il dit qu'on doit légiférer, oui, je suis d'accord, parce que ça a toujours été ma ligne de défense. Il faut légiférer pour que les partis politiques, pour que la politique s'exerce uniquement dans les partis politiques, la société civile ne venant qu'en appoint sur les questions d'ordre social. D'accord. Moi, je veux dire au niveau de Cocody pour le PDC, il y a peut-être une petite erreur de la direction du parti. La direction du parti ouvre un appel à candidature à tous les militants pour les circonscriptions. Mais elle a des critères qu'elle a appliqués, mais qu'elle n'a peut-être pas fait savoir à tout le monde au niveau des maires sortants d'Abidjan. Ils ont été presque tous reconduits. À un moment donné, il a été question de dire ils ont gagné une élection il y a 5 ans. Sauf cas grave, sauf cas de force majeure, s'ils ne se représentent pas, s'il y a un problème sérieux, ils ne seront pas reconduits. Donc, notamment tous ceux d'Abidjan et peut-être dans l'ensemble du pays sortant, ils ont été presque reconduits. On ne sait pas pour quelle raison ils ont mis en jeu les postes dans ces communes-là, au plateau, à Port-Boué, à Makori, à Cocody. Je ne sais pas pourquoi le parti a lancé l'appel à la candidature pour les maires sortants. Il a voulu être tellement démocratique. Il a ouvert et après il s'est retrouvé coincé. Il les a mis en compétition avec tout militant lambda. Et puis, au moment où le problème s'est posé, ils ont constaté que peut-être ça leur échappait. Et après, la règle a été lancée et imposée, mais il était temps, d'autres candidats ont refusé. Alors que les maires sortants ont bénéficié de ce principe-là ailleurs dans le parti. Donc, le parti aurait pu assumer ça fermement. On n'ouvre pas les candidats. Et puis, dès le départ, ceux qui sont d'accord ou pas, ils acceptent, ils n'acceptent pas. Ils étaient indépendants dès le départ.
Le parti n'avait pas, de mon point de vue, à mettre en jeu les fauteuils des maires sortants. Il aurait pu arrêter une décision ferme et les gens qui adhéraient, d'autres n'adhéraient pas. La preuve, en dehors de Cocody, aucun maire sortant n'a de candidat véritablement indépendant. En dehors aussi du plateau où c'était le fait d'une alliance où un indépendant sorti de ex-PPACE-FPI l'affronte alors qu'il n'est pas du PDCI. Donc, oui, il y a des choses à clarifier dans les partis, il y a des postures à assumer, et puis il y a peut-être des erreurs tactiques souvent à ne pas commettre au nom de l'ouverture, de la démocratie et de la volonté d'associer tout le monde à un processus. Ben voilà ce que ça donne. D'accord. Mais messieurs, je vous propose d'aller voir le deuxième sujet, et c'est le Niger. La délégation de la CEDEAO était à Niamey, la diplomatie, mais aussi la pression militaire. Sur place, la junte met en garde la sous-région contre une intervention armée. Une annonce également faite pour une période de transition de 3 ans. Davis Oyo. L'option militaire passée à la loupe par les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO. Réunis au camp Bourmar, siège du ministère de la Défense et des forces armées ghanéennes, les différents plans et concepts de l'opération ont été analysés point par point. Des détails pour faciliter l'intervention militaire envisagée dans le but de réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions. Pour rappel, il a été renversé lors du coup d'État du 26 juillet 2023 à Niamey. Malgré l'absence des chefs d'état-major de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, une date aurait été trouvée pour une éventuelle intervention militaire. Cette date sera soumise à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour validation. Toutefois, la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire de Niamey demeure l'option privilégiée. Cette option colle avec la déclaration du chef d'état-major nigérien, le général Christopher Gouabin Moussa, à l'ouverture de la rencontre régionale. Justement, pendant que les émissaires de la CEDEAO sont au Niger pour dialoguer, le chef de la junte, le général Tchiani Abdourahmane, dans une allocution à la télévision nationale, annonce un dialogue national inclusif et une transition de 3 ans pour bâtir une nouvelle république fondée sur les aspirations du peuple nigérien. Ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Alors, monsieur, je dois préciser d'entrée que le chef d'état-major de l'armée de terre de la Guinée-Bissau était bel et bien à cette rencontre, évidemment, contrairement à ce qu'on a entendu dans le reportage de Davis Oyo. Alors, messieurs, c'est finalement, on se dirige peut-être tout droit vers une intervention militaire. Je vois Alafé qui commence à sourire, qui est très partisan de cette position. Non, pas encore. Vous savez, moi, je note que la pression est mise sur la CEDEAO et contre l'intervention militaire, mais je ne sens aucune pression des adversaires des positions de la CEDEAO sur la junte militaire. C'est ce qui me dérange. Je veux la même hargne qui est mise pour combattre le principe d'intervention militaire et les décisions de la CEDEAO. On veut la sentir, cette hargne, contre les agissements des putschistes, mais elle n'existe pas. Et en même temps, ceux qui agissent ainsi se disent être opposés au coup d'État par principe. Mais on ne sent pas leur opposition au coup d'État. Ce qu'on sent, c'est leur capacité, leur talent à démontrer que l'intervention militaire est mauvaise, que la CEDEAO se trompe. C'est leur capacité, leur talent à expliquer le coup d'État. On aimerait les voir dans leur capacité à dire que cette junte n'est pas à sa place et qu'elle doit rentrer dans les casernes et rétablir le président Bazoum. Mais on ne les entend pas là. Voilà mon problème. Oui. Sylvain Guesson, cette intervention militaire de la CEDEAO, d'ailleurs, je dois rappeler que le jour J est connu, mais pas rendu public. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette intervention militaire, comme évidemment certaines personnes? D'abord, je ne souhaite pas une opération militaire. Et ensuite, je ne crois pas à sa faisabilité. D'abord, un pays comme le Niger que je connais, une ville comme Niamey, je ne sais pas comment on va différencier les cibles civiles et la cible militaire. Je ne sais pas. Est-ce que l'aéroport est une cible civile? Est-ce que c'est une cible militaire à partir du moment où il y a des engins volants de l'armée nigérienne qui sont à l'aéroport? Faudra-t-il pulvériser l'aéroport? Est-ce que le pont enjambant ce fleuve
qui permettrait aux quartiers populaires, comme on l'a vu à Abidjan, sur Yopougouen, Bobo, Déferlant, sur Marcory, Port-Boué, vers le 43e Bima, est-ce qu'il va falloir détruire ce pont, de sorte à empêcher les quartiers populaires de verser vers pour soutenir les forces de défense, enfin, je ne sais pas comment on les appelle trop, les forces de défense et de sécurité du Niger, ou bien alors il va falloir laisser le pont intact et puis laisser les gens... C'est difficile d'un pays comme le Niger. Le palais présidentiel, est-ce que le Bazoum y est encore? Est-ce qu'il n'y est pas? Est-ce que ça sera une cible militaire? Est-ce que c'est une cible civile? C'est compliqué. D'abord, le Niger, à la fin, disait qu'on montre toujours le côté négatif de la guerre, mais il n'y a pas que ça. C'est malheureux, je le disais une fois lors d'un débat ici, on en a dans nos armées maintenant des gens qui ont été des gens surqualifiés, des gens qui ont fait des écoles de guerre, des gens qui parlent de géopolitique sans complexe, qui parlent d'intelligence économique sans complexe, qui parlent de stratégie sans complexe. Et si vous voyez ces derniers coups d'État qui ont été faits, ce n'est pas le coup d'État classique qu'on connaissait, où il y avait des bataillons qui s'affrontaient dans la ville avec des solutions. C'est 4-5 personnes, le mode opératoire, qui prennent le président en otage, qui menacent ceux qui refusent d'adhérer, on peut le tuer à tout moment, les autres désarment. Et puis, on a vu le cas du Niger, le chef d'état-major, un service qui a attendu pratiquement 24 heures, sinon 36 heures avant de se prononcer sur le coup d'État. Donc, il faut mettre la pression sur la junte. Mais comment? Ce sont des militaires, nous sommes des civils, ils ont des armes, nous n'en avons pas. Ils savent eux-mêmes qu'ils ont fait irruption sur la scène politique où il n'y a pas leur place. On veut bien qu'ils retournent dans les casernes. Ils disent qu'ils veulent y retourner dans 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Une opération militaire pour détruire Niamey? On finit de détruire Niamey, puis on revient à Abidjan s'asseoir comme si rien ne s'était passé. Je ne crois pas à sa faisabilité, parce que Bazoum ne sera pas vivant à la fin de cette opération. Et encore, qui va diriger le Niger, puisque l'armée aura été battue, vaincue? Bon, à mon avis, il y a beaucoup trop de questions à résoudre avant cette opération-là. Il faudra peut-être revoir le fusil d'épaule. Une transition un peu plus courte, 3 ans, à mon avis, c'est un peu trop pour un pays qui est coupé de tout aujourd'hui. Comment tenir pendant 3 ans, ce n'est pas évident. Donc, une transition un peu plus courte. Mais je pense comme le cas en Crimée, dans le Donbass, personne n'ose l'avouer, mais je pense que la page Bazoum, je pense que c'est tourné. L'enseignant Bakayoko? Moi, j'ai écouté le docteur, mais docteur, je pense qu'il y a quand même quelques nuances à lever. Hein. Il ne faut pas donner l'impression que le Niger est un pays aujourd'hui homogène qui va faire face à la CEDEAO, au bloc de la CEDEAO. Non. Le Niger est un pays émietté d'un point de vue politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les contestations sont étouffées par la junte militaire. Niamey, c'est 1 500 000 habitants. Mais tous ces 1 500 000 habitants ne sont pas en faveur de la junte. Pas du tout. C'est vrai. Niamey constitue la base principale de l'opposition. Cette opposition qui est de connivence avec la junte. Mais je comprends que cette opposition veut se relancer, veut se remettre dans le jeu politique, notamment Maman Issouf et Ama Amadou qui avaient déjà perdu pied, mais qui veulent revenir dans le jeu. Et donc, Ama a condamné le coup d'État? Oui. Non, Ama Amadou n'a pas condamné le coup d'État. Si vous l'avez bien écouté, il n'a pas condamné le coup d'État. Il l'a justifié. Il l'a justifié. Il n'est pas favorable. Il a condamné le coup d'État? Écoutez, relisez sa dernière interview. Relisez sa dernière interview où il clôt au pilori le régime du PNDS de Taraya, de Mamadou Issoufou, et par ailleurs, parce qu'il avait estimé que lui, sa condamnation pour trafic d'enfants avait été soutenue, en tout cas avait été arrangée, était un complot du régime passé, notamment du PNDS Taraya. Alors, donc, Ama Amadou n'est pas anti-putsch. Et quand on lit ses griefs, oui, on a peut-être l'impression, parce qu'il est anti-Bazoum et il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le PNDS. Il a dit j'ai toutes les raisons de soutenir le coup d'État, mais je suis républicain, je suis pour la continuité de l'ordre constitutionnel. Je pense que cette nuance donc, a fait comprendre à Bakayoko. Oui, cette nuance, bon, c'est du bout de lèvres, mais nous savons tous, Maman Ousmane, lui, a carrément soutenu la junte au pouvoir, mais en réalité, nous savons tous que c'est pour se relancer. Donc, la nuance que je vais apporter, c'est que tout Niamey n'est pas en faveur de la junte. C'est clair. Encore moins l'armée. Aujourd'hui, vous-même vous avez parlé de prise d'otage. Bon, moi, c'est une prise d'otage, effectivement, mais bon, je vais rester un peu plus modéré. La junte, ceux qui ont fait le coup d'État, Mohamed Bazoum est aujourd'hui dans leurs mains, et ça fait qu'il y a quelques réticences à engager les hostilités. Mais finalement, ça devient une prise d'otage. Et puis, ce qu'il faut condamner, et vous-même vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas toute l'armée, c'est 2 personnes, 3 personnes, comme vous l'avez dit, qui surveillent, qui ont pour vocation de surveiller, qui ont pour mission de surveiller le président de la République, qui un matin prennent la clé, ferment la serrure, mettent le président dans la chambre, ferment la serrure et disent
Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes plus le président de la République. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de... bon, je ne vais même pas dire anti-républicain, mais il y a quelque chose quand même qui est rédhibitoire ici. Et ça, il faut mettre fin à ça, ne serait-ce que pour l'éthique. Il faut que la CEDEAO revienne. On me dira qu'il y a eu des précédents qui doivent avoir jurisprudence, mais je pense qu'au Niger, c'est le coup d'État de trop. Parce qu'objectivement, il n'y avait aucune raison de remettre en cause les institutions républicaines. Saint-Claver. Moi, je ne suis pas partisan des putsch, ça c'est clair. Il faut condamner les coups d'État partout où ils se produisent. Il faut aussi, en même temps, tout à l'heure déjà, Lafay l'a dit, la même haine que les gens ont à condamner l'opération militaire, n'ont pas cette même haine à condamner les putschistes et à exiger le retour de Bazoum au pouvoir. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la CEDEAO elle-même, son attitude qu'elle a eue, qui a mobilisé aujourd'hui un certain nombre d'opinions, y compris même aujourd'hui la mobilisation à laquelle on assiste à Niamey, l'appel à l'enrôlement pour défendre la patrie aujourd'hui, et ça c'est clair, il y a de nombreux jeunes aujourd'hui qui se mobilisent. C'est l'attitude de la CEDEAO. Non, il y a un bémol. Vous parlez de mobilisation générale. Vous avez bien vu que c'est au vote pour une intervention. Attendez, vous savez. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. Mais pourquoi aujourd'hui les opposants se font enrôler d'aller manifester au stade, qu'ils organisent avant 3 ans un vote librement qui les soutient. En fait, c'est clair. Ce que je veux dire. Mais je pense que quand même sur le principe, vous êtes tous d'accord, mais c'est clair. Il fallait quand même pas un coup d'État. On laisse Claver terminer. On est d'accord sur ce principe, on est d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais je dis, tout ce que vous voyez aujourd'hui à Niamey manifester, ce n'est pas parce que eux tous aussi, ils sont d'accord avec les putschistes. Non. Il y en a qui condamnent, mais ils se dressent. Si vous les écoutez bien, ils se dressent parce que la CEDEAO, qui n'est pas exempte de reproches, lorsqu'elle sort d'emblée, elle brandit l'épée de Damoclès. Et le Niger n'a pas de... Mais sinon la négociation continue. On a vu l'ancien président... Oui, mais bien sûr, c'est sur cette base. Il faut aller sur la base des négociations. Sylvain d'abord et ensuite à la fin. Les négociations. Sylvain d'abord et ensuite on écoute à la fin. On a tous suivi ce coup d'État-là. C'était l'un des coups d'État les plus ternes. Dans les 24-48, 112 heures... C'était une affaire de 5 personnes qui se baladaient parce qu'ils avaient des armes. Dans la sous-région, on se demandait qu'est-ce qui peut bien pousser le Niger à quoi faire un coup d'État. Moi, je me demandais quelle est la raison qui a bien pu pousser les militaires, les officiers supérieurs de l'armée à faire un coup d'État. Est-ce que c'est une commande d'armes qui n'est pas arrivée, les gens auraient détourné de l'argent? Est-ce que ce sont des questions... Je me suis posé plus de questions. Sinon, pendant 48 ans, on n'a vu aucun engouement. Pendant 72 ans, on n'a vu aucun engouement. Et il a fallu, comme le dit Saint-Claver Oula, le discours musclé de la CEDEAO avec les sanctions, l'embargo, pour que les autorités, les nouvelles autorités nigériennes s'en saisissent pour bâtir leur discours souverainiste. Est-ce que c'est pas venu après? Est-ce que la sanction n'est pas venue après la déclaration du coup d'État, je pense. Je termine, s'il vous plaît. Oui, allez, terminez, oui. Je termine, s'il vous plaît. À la fin, on laisse terminer. On prend le cas de la Guinée, on prend le cas du Burkina, on prend le cas du Mali. Si on suit la procédure de l'évolution de la situation dans ces pays-là, c'est quand il y a eu la menace, les présidents ont sorti des discours nationalistes auxquels nous sommes tous sensibles dans nos différents pays, qu'il y a eu ces cas-là au Niger. Au départ, c'était une affaire de 3 personnes, 5 personnes, le chef d'état-major même, qui, en position, refusait de parler. Et il y avait eu dans la région on avait eu les militants du parti au pouvoir, Bazoum, qui avait tenté une marche sur le siège qui avait été pourchassé, tout ça, mais la junte n'avait pas. C'est quand ils ont parlé de fermeture des frontières, coupure d'électricité. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué, que les discours souverainistes sont sortis, les discours protectionnistes sont sortis, et puis il y a eu cet engouement. Sinon, on n'avait pas cet engouement-là au départ. Je déplorais le talent à dénoncer les agissements de la CEDEAO à côté de la compréhension à l'égard des putschistes. Voilà un cas. Voici des gens qui prennent en otage un président. Ils hésitent à faire un putsch, à déclarer. La CEDEAO prévient. La communauté internationale prévient. Libérer le président, rétablissez-le. On ne va pas accepter le coup d'État. Arrêtez avant.
On veut même envoyer une délégation avant pour discuter. Ils ferment les frontières. On dit non, arrêtons, on les prévient. On ne va pas accepter. Arrêtez. Il n'écoute personne. Qui a été brandie en même temps. On dit arrêtez. On dit arrêtez. Maintenant, supposons qu'on ait brandi l'opération militaire. Où est le drame? Pour dire ce que vous faites, on fera pareil. Arrêtez. Mais où est le problème? C'est ce qui suscite. On dit arrêtez, mais ça doit rien susciter. Ça doit les conduire à la sagesse. Ça doit les conduire à la sagesse, ne justifie pas l'imposture. Les peuples ne réagissent pas comme ça. Mais quel peuple? Quel peuple? Des militaires qui utilisent des armes. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu le coup d'État en 2000. Des chefs d'État leur disent. Quand il y a eu le coup d'État en 99 en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire a été sanctionnée. Sylvain, on va laisser. Si vous faites ça, on n'acceptera pas, on utilisera tous les moyens. Et vous voulez dire que ça les enhardit? Ça favorise le coup d'État? Mais arrêtez. Vous avez tellement envie de justifier vos positions anti-CEDEAO, que vous êtes presque en train de dire que c'est la CEDEAO qui donne de l'énergie et du carburant aux poutistes. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. On dit, mais on leur dit arrêtez, ne faites pas, arrêtez, on les prévient. On dit, mais arrêtez, on envoie une médiation. Arrêtez, ils refusent. Et vous dites, c'est parce que... Oui, effectivement, la médiation n'avait pas été reçue. Il faut le dire, la médiation n'avait pas été reçue. Oui, Sylvain. C'est après que les militaires disent aux gens d'aller dans les rues. À la fin, on va donner la parole à Sylvain. Oui. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu le coup d'État de 99, que les batteries de sanctions de la CEDEAO ont commencé contre la Côte d'Ivoire, on se rappelle les discours nationalistes qui étaient nés sous le président Guy Robert déjà. S'ils veulent nous sanctionner, on va manger notre pâte de manioc avec les feuilles de manioc. Et il fallait cotiser les Ivoiriens pour organiser les élections. Quand vous suivez les militaires, partout où il y a eu des coups d'État, au début, beaucoup de populations n'y adhèrent pas. On ne voit pas ces engouements, on avait un Tchani isolé, personne ne s'intéressait à lui dans Niamey. Mais quand il y a eu, ça c'est ma perception d'analyste, quand il y a eu cet engouement-là, c'est là qu'on a vu les Nigériens dire la patrie est en danger, il faut la défendre, la Côte d'Ivoire avait détruit le Nigeria avait attaqué le Niger, le Sénégal avait attaqué le Niger, il faut défendre la patrie. C'est là qu'on voit ces jeunes volontaires-là. Au départ, Tchani était isolé. Et c'est la méthodologie, c'est la démarche, c'est la procédure de tous les militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique de l'Ouest depuis 20 ans selon mon analyse. De Guy Robert au général Tiani. Chaque fois brandi le discours nationaliste, le discours souverainiste, le discours protectionniste, pour que les gens se disent « Ah, non, c'est tel qui veut nous tuer, c'est tel qui veut nous tuer », pour faire un avec le leader qu'ils ont contesté 24 heures, 48 heures avant. C'est mon analyse. Lanciné. Ouais. Moi, je pense que c'est cette ignominie-là qu'il faut faire cesser. C'est cette ignominie qu'il faut faire cesser. Parce qu'en réalité, vous dites que c'est, comme la FE l'a dit, que c'est l'appel, ou bien la condamnation de la CEDEAO qui a constitué le kérosène qui a permis à la junte de faire décoller les populations. Non. La junte a mis en selle des opportunistes. Ça se fait partout en Afrique de l'Ouest. Ce sont des opportunistes. Ce sont des opportunistes qui pensent que leur heure a sonné, et qui saisissent la balle au bon. Vous avez vu que la jeune, dès qu'elle a annoncé la prise de pouvoir, elle était carrément isolée. Mais ce n'est pas parce que la CEDEAO a demandé à condamner le coup d'État que ça a constitué une levée de bouclier au niveau de la population nationale. Non, c'est simplement parce que certains pensent que c'est une opportunité de se faire une place au soleil. Et si vous allez aujourd'hui sur les médias, en tout cas la télévision publique nigérienne, mais ce sont des mouvements suscités de partout, dans toutes les villes. Aujourd'hui, les 30 minutes de journaux sont consacrées à ça. Même dans les petits hameaux, aller demander aux gens de se mettre... et c'est la même rhétorique. Nous, à bas la CEDEAO, à bas la France, nous demandons le départ des forces... Mais je pense que ça, c'est des choses, c'est de l'opportunisme. Et la junte, il n'y a pas de contenu dans le discours de la junte. Toutes les raisons qui ont été évoquées pour justifier le coup d'État, à mon avis, sont des raisons qui sont spécieuses. Les questions de gouvernance dont on parle, ces questions de gouvernance ne sont pas justifiées, surtout que Mohamed Bazoum, cette année, avait réalisé un taux de pourcentage de 6,9% et que les prévisions de croissance et que les prévisions tablaient sur un peu plus de 12%, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres en prévision à la production pétrolière. Si c'est des questions sécuritaires, Mohamed Bazoum avait quand même réussi à contenir un peu la menace djihadiste. Si c'est les questions d'ordre social, je pense qu'il y avait une amélioration quand même substantielle au niveau de la population. Il n'y avait aucune raison objective. Donc, je ne comprends pas
Quelles auraient pu être les raisons évoquées par la jeune qui puissent galvaniser, qui puissent mobiliser la population, si ce n'est de l'opportunisme de quelques grigous qui cherchent à se faire une place au soleil, en tout cas sur le soleil de la junte? Oui, mais c'est clair qu'en tout, il y a toujours de l'opportunisme, ça c'est clair, il faut le dire. Mais en fait, moi, je m'aligne sur les échanges que j'ai eus avec un confrère qui travaille dans un média public au Nigeria et qui a regretté la sortie de la CEDEAO tenant un discours guerrier, c'est-à-dire l'intervention militaire. Parce que c'est ça, en fait, c'est l'objectif d'aller mener une intervention militaire pour libérer Bazoum. Aujourd'hui, quand la CEDEAO veut aller au Niger, c'est pourquoi? D'abord, c'est de libérer Bazoum et de le replacer au pouvoir pour diriger. Mais ce qui n'est pas possible en menaçant et en promettant de mener une opération militaire. En fait, c'est par rapport à cela que des gens ils se sont soulevés. Moi, le fait de condamner, ça n'empêche pas... comme il a dit tout à l'heure, docteur, et quand des gens sont arrivés, au départ, ils n'avaient pas le ralliement des autres militaires. Il y avait des discussions qu'il y avait. Mais c'est après, quand la CEDEAO est sortie pour brandir son opération militaire, quand la France est sortie, quand d'autres organisations sont sorties, c'est là que ces gens ont commencé. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est clair. Est-ce que c'est une excuse? Non, est-ce que c'est la totale, hein? Non, c'est la totale. Non, mais si, c'est la totale. Non, mais si, c'est le raccourci auquel... S'il vous plaît. C'est le raccourci que vous proposez. Non, c'est le raccourci que vous prenez. C'est vous le raccourci. C'est vous le raccourci. Non. Sylvain, on va pas la parole. C'est vous là qui avez la parole. Oui, déjà vous, à la fin, et puis on va terminer rapidement. Saint-Claver, oui, juste après lui. Saint-Claver. Ah, d'accord. Oui. Saint-Claver d'abord. Oui. C'est moi qui ai la parole et vous me l'avez arraché violemment, DG. Donc je disais que, mais effectivement, quand des gens manifestent au Niger, c'est un rapport à cette CEDEAO, aux animateurs de cette CEDEAO, à cette CEDEAO qui n'est pas exempte de reproches. Et je l'ai dit ici la dernière fois, la CEDEAO avec, comment il s'appelle, Macky Sall, était en Russie et en Ukraine pour demander que ces deux pays-là fassent la paix. Emballé aussi. Donc vous voyez, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est pour dire que dans pareille situation, il faut adopter une posture de diplomatie. D'accord. On va revenir justement à la question, peut-être pour terminer, la solution finale. Mais à la fin, Wakili voulait réagir certainement à vos propos avant qu'on ne reparle de la solution. Je l'ai dit depuis le départ, hein, c'est ça. C'est-à-dire, à force de vouloir délégitimer la CEDEAO, à force de vouloir expliquer les choses en faveur de la junte, on finit par dire que c'est la CEDEAO qui est le problème. Et c'est ça. Et nous, on ne fait pas un raccourci, hein. C'est l'argumentaire même qui est un raccourci. Avant le coup d'État, suite aux 3 précédents coups d'État où on a eu une impression de tolérance, la CEDEAO se réunit en Guinée-Bissau et le nouveau président de la CEDEAO se met la pression. Tolérance zéro. On n'acceptera plus. Ça n'a pas fait peur aux militaires du Niger qui commencent leur coup d'État, qui bloquent le président 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils sont interpellés. La CEDEAO fait un communiqué simple, libérez-le, on n'acceptera pas un coup d'État. Calme. Ça continue. Le président lui-même dit, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Rien. Et la CEDEAO se réunit lorsque le coup d'État est acté, pour la première fois après le coup d'État, qu'il y ait adhésion ou pas, ou condamné, et puis dit que par tous les moyens, elle n'exclut aucun moyen, y compris les moyens militaires. Et là, on veut nous faire croire, sur la base de la chronologie, que c'est la menace d'usage de la force qui mobilise la population pour se défendre, et des gens qui ne voulaient même pas du coup d'État qui commencent à soutenir les putschistes. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas nous, on fait le raccourci. C'est cet argumentaire-là. Je l'ai dit en entrée, avant de démarrer. Parce que sur le plateau, ce qui se dit, et ce qui se dit en dehors du plateau, sur les réseaux et dans d'autres médias, l'attitude des gens
qui n'ont pas autant d'engagement, autant d'énergie pour condamner le putsch. Leur seule volonté, comme il a dit, est au lieu de 3 ans de transition, de négocier 1 an, 2 ans pour eux, c'est acté, on ne peut plus installer Bazoum, qui le dit suffisamment fort. Oui, mais je pense accepter le coup d'État. Oui, à la fin, je pense que c'est clair. Ils acceptent le coup d'État. Le général. Quand ils l'acceptent, ils en prennent acte. Nous, on refuse d'en prendre acte. Oui, le général Tchani. Oui, allez-y, terminez rapidement. Si un coup d'État est bon, mais pourquoi il veut réduire la transition de 3 ans à 1 an, 2 ans? Qu'on fasse 10 ans au Niger. Le Mali a 3 ans. S'il vous plaît, Le Mali a 3 ans, qui n'est pas prêt de se terminer. On ne sait pas combien de temps le Burkina et la Guinée vont faire. Mais qu'on aille à 10 ans de transition au Niger, si c'est une bonne chose, pourquoi ce général veut faire 3 ans seulement? Pourquoi? Après, il y aura une élection et puis encore un coup d'État. Mais qu'il fasse des transitions de 10 ans et indéfinies. C'est fini, les élections qui entraînent des problèmes. Qu'il reste autant de temps qu'il veut. Si c'est une bonne chose, un coup d'État. Si c'est une bonne chose, une transition. Si c'est une mauvaise chose de faire une opération militaire, mais qu'il fasse 10, 20 ans de transition. Pourquoi vous nous emmerdez encore? Non, pas vous. S'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Okay. Vous n'avez pas la parole. Docteur Sylvain, on va justement parler de cette transition de 3 ans. Vous l'avez dit, c'est trop. Ça veut dire que clairement, Tchani ne fait pas vraiment attention aux menaces de la CEDEAO. Elle focus sur son objectif de 3 ans. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Je me pose une question. Voici 3 personnes qui font un coup d'État. À la rigueur, 24 heures, il n'y a pas trop de ralliements. 48 heures, il y a des ralliements dans l'armée, etc., etc. Mais c'est tiède. Et la décision qu'on prend, c'est de ne plus fournir l'électricité à la population. C'est de ne plus donner des aides aux pauvres paysans qui est quelque part là-bas en train de faire son champ d'oignons en espérant 70 000. Pourquoi ne pas sanctionner ceux qui ont fait le coup d'État et puis c'est toute la population nigérienne qu'on sanctionne? Voici des raccourcis. Est-ce que la CEDEAO ne pouvait pas cibler les auteurs de ce putsch qu'on connaît? On connaît la batterie, gel des avoirs, interdiction de voyage dans la CEDEAO, ça pouvait s'attendre à l'Afrique, naturellement il ne peut pas aller dans l'Union européenne, etc. Et c'est toute la population nigérienne qu'on punit. Quand on ne fournit pas d'électricité au simple coiffeur qui a besoin de rentrer chaque soir chez lui avec 1000 francs pour que sa femme puisse payer du riz le lendemain pour que ses enfants mangent, qu'est-ce qu'on attendait de lui? Si ce n'est pas un ralliement, c'est lui qui a fait le coup d'État. Pourquoi on empêche, pourquoi on punit toute la population nigérienne et non l'embargo, les dispositions qui ont été prises? Quand le Nigeria prive le Niger de l'électricité, c'est la population civile, c'est des citoyens comme vous et moi. C'est le petit quadrille de la rue, c'est la femme qui vend des beignets au bord de la rue pour nourrir ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le coup d'État des généraux? Pour revenir à votre question, la transition. À la transition, moi je pense que c'est déjà acté. Je pense que le coup d'État c'est déjà acté. Cette affaire de Bazoum, déjà, au niveau même de l'Union européenne, j'ai lu clairement le communiqué de l'Allemagne, il faut sanctionner les auteurs du putsch. Les États-Unis, on connaît leur position depuis. L'Italie qui également prend du recul. Au niveau même de la CEDEAO, les premiers discours ne sont plus les mêmes. Le Togo, le Bénin, c'est le silence maintenant. Comment on appelle les pays sahéliens ont créé leur Sainte Alliance. Ils sont avec le Niger. Je pense que le coup d'État, il est acté. Maintenant, les mesures qui ont été prises, qui ont des incidences sur les conditions de vie au Niger, pour les pauvres populations qui n'ont plus d'électricité, qui sont privées de toutes les aides, etc., etc., au nom donc de ces 18-20 millions de Nigériens qui subissent de plein fouet cette crise, au nom du putsch du général Tchani, on ne fait pas de coup d'État après un référendum. On n'a pas consulté la population nigérienne avant de faire le coup d'État. Le coup d'État bénéficie à certaines personnes. Il faut sanctionner ces personnes. Il faut permettre au Niger de retrouver de l'électricité. Il faut reprendre les aides pour que ces 18 millions qui vivent déjà dans les conditions. J'ai suivi le cas. Reconnaître le coup d'État. J'ai suivi. Ça, mais je dis que c'est acté. Coup d'État. J'ai suivi le classement de ces 10 dernières années. Oui. Le meilleur classement IDH du Niger, c'est être avant-dernier. Donc, 20 millions de personnes qui sont dans la misère, dans l'extrême misère au Niger, les privés d'électricité à cause du coup d'État de 3 personnes. Il faut sanctionner les 3 personnes et puis laisser la population civile s'en sortir. D'accord. L'enseignant Bakayoko, oui, justement, par rapport à cette transition, et finalement, on s'interroge sur la suite. D'abord, le premier point, le Niger, c'est à peu près 26 millions d'habitants. Merci. Le Niger. Qui vivent au Niger, hein? Oui, au Niger. Le dernier recensement donnait 25 900 000 habitants. C'est bien juste. Qui vivent au Niger? Oui, c'est bien juste. 26 millions de Nigériens. Okay. De deux, il ne faut pas donner l'impression que c'est la CEDEAO qui fait que le coup d'État va être entériné. Ça, il faut éloigner ça de notre grille d'analyse. Parce que la CEDEAO, même ne serait-ce que du point de vue principiel,
c'était la meilleure position. La CEDEAO ne pouvait pas venir entériner. De deux, vous voulez qu'on ouvre les aides, on arrête toutes les sanctions contre la junte. Mais tout le monde sait que cette junte... contre la population. Oui, sanctionner la junte, mais pas la population. Peut-être en saisissant quelques biens. Mais tout le monde... Et recommencer les aides, à donner les aides à l'État du Niger. Mais tout le monde sait que cette junte-là est venue soit pour deux choses. Soit pour la soif de pouvoir, soit pour s'enrichir. Ça, tout le monde le sait, parce qu'ils n'ont aucun projet politique en faveur des Nigériens. Donc, on ne peut pas donner l'aide publique aux Nigériens au motif que la junte peut récupérer cette aide-là pour... Mais il faut punir les 26 millions de Nigériens. En fait, sa propre propriété. Il faut punir donc les 26 millions de Nigériens. Non, Sylvain Guessant. Dernier point, ce que moi je constate, quand je regarde le profil de ceux qui sont, en tout cas, qui ne condamnent pas le putsch, je ne vais pas dire des pro-putsch, qui ne condamnent pas le coup d'État, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont en train de gérer des questions de politique intérieure dans leurs États. Ça dit, quand ils savent que le système politique auquel ils appartiennent est verrouillé ou qu'ils n'ont aucune autre possibilité de provoquer l'alternance, ont envie que le coup d'État devienne un fait ordinaire. Ont envie que le coup d'État devienne un fait ordinaire pour que peut-être... À la fin, non. D'accord, on a bien compris. Messieurs, ça, ce n'est pas souhaitable. Messieurs. Ça, ce n'est pas souhaitable. Oui, messieurs, la nouvelle... Le mode d'accession au pouvoir. Mais messieurs, la nouvelle, c'est qu'on a 30 secondes. Oui, voilà. Allez-y. Moi, c'est à mon tour, là, on a 30 secondes. Moi, c'est que je dis... Et vous avez la chance d'avoir la dernière parole. Objectif. Il faut être, à ce stade au Niger, il faut être objectif. Bazoum, il est au main des putschistes. Il est enfermé dans un palais présidentiel qui est au sein d'une base militaire. Bazoum ne peut pas être libéré à ce stade, à moins de mettre la vie de tous les Nigériens en danger. Parce que ce sont les Nigériens que Bazoum va venir diriger. Donc, sur ce point, il faut dire que le coup d'État, à ce stade-là, le coup d'État est acté. Là, maintenant, il faut engager les négociations. Parce que moi-même, je voudrais prendre Bazoum lui-même, je voudrais le prendre au mot quand il est allé à l'Élysée. Il a dit quoi concernant le Tchad? Quand le général Déby Fils, il a demandé aux Tchadiens de faire l'économie de la Constitution parce que le pays est dans une certaine instabilité. Il faut accepter que Idriss Déby Fils, il conduise la transition. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer de sauver le Niger qui est adossé à des foyers djihadistes. Parce qu'une opération militaire aujourd'hui au Niger va créer un certain nombre de tensions, va ouvrir la voie à des djihadistes. D'accord, c'est bien entendu. Voilà, oui, la médiation de la CEDEAO. Merci. La médiation de la CEDEAO, c'est ce qu'il faut faire finalement. Il faut la faire en maintenant l'option pour le reste, parce qu'avant même l'action de la CEDEAO, les djihadistes attaquent ces 2 jours, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. La CEDEAO, non, il y aura, à côté de l'action, il y aura, en plus des Français et des Américains qui sont là, il y aura un renforcement de la coopération internationale. Une intervention militaire ne désagrégera pas le Niger. Arrêtez vos peurs, qui sont en fait du chantage qui ne dit pas son nom. C'est du chantage. C'est du chantage. Bon, messieurs, le débat reprend alors qu'on est à la fin. On est à la fin. C'est un soutien. Non, c'est un claver. Pourtant, vous allez laisser parler. On vous a laissé parler. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de réagir. Les Poutines font du chantage. C'est des chefs d'état-major qui se réunissent. Ils travaillent, ils ont tous les plans en main. D'accord. Le Niger ne sera pas abandonné. Il n'y aura aucun désordre. L'ordre sera mis, la démocratie doit être rétablie et il ne faut pas... Bon, d'accord, merci. On a bien entendu. À la fin, c'est bon. Il ne faut pas se laisser distraire par les alliés. Merci. Oui, c'est fini. On peut plus faire un autre tour. Non, on peut plus. Non, merci. Non, s'il vous plaît. C'est bon, ça suffit. Non, pas encore. S'il vous plaît, pour ce soir, messieurs, c'est terminé. Merci à Lafé Wakili, merci à Lansine Bakayoko, Saint-Claver Oula, docteur Sylvain Nguessan. L'émission a été réalisée par Alain Poka. Merci à Davis Oyo pour les reportages et Frédéric Gorebi pour la mise en ligne à RTI Info. Merci à toutes les équipes. Restez sur RTI 1 tout de suite, le journal de 20h à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.